toujours aucune nouvelle de la part du bureau indépendant anticorruption face à l'affaire Mboula-Radzona, un silence qui soulève de nombreuses interrogations auprès de la population à l'exemple de la différence entre cette affaire et l'affaire Claudine Razem-Amounti. Le nombre exact des habitants de Madagascar sera connu dans quelques semaines, selon un responsable au niveau de l'Instat. Ces dernières années, les chiffres utilisés étaient approximatifs. Et en RDC, la victoire de l'opposant à l'élection présidentielle, un résultat aussitôt contesté par l'autre opposant, Martin Fayoulou, les appels au calme se multiplient. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal en version française sur Cool TV. À la une dizaine d'invités de marque venant de l'étranger vont se rendre à Madagascar pour assister à l'investiture du nouveau président de la République, selon les informations reçues. Parmi ceux-là, on retrouve le secrétaire d'État auprès du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, Jean-Baptiste Lemoyne, les chefs d'État des pays situés dans l'océan Indien, un représentant des États-Unis, de l'Union européenne, de l'Union africaine, ainsi que des représentants du secrétaire général des Nations unies et du roi de Maroc. Une présence qui démontre la reconnaissance du nouveau régime malgache, mais également d'une volonté de coopérer avec le nouveau président de la République, Indjiniri Rajoelina. Et toujours aucune nouvelle de la part du bureau indépendant anticorruption face à l'affaire Mboula-Radzona, un silence qui soulève de nombreuses interrogations auprès de la population à l'exemple de la différence entre cette affaire et celle de Claudine Razem-Amounti. Et d'autre part, ce mutisme du Bianco semble renforcer les rumeurs selon lesquelles le conseiller du chef d'État sortant serait particulièrement proche du directeur régional du Bianco à Antananarivo, ce qui expliquerait la lenteur du processus. Le fait qu'au début de l'affaire, le bureau anticorruption n'a cessé de communiquer sur cette affaire, puis au fil du temps, les informations se sont faites de plus en plus rares, renforce également les inquiétudes sur cette affaire. Et actualité économique, le prêt de 70 millions de dollars, c'est le montant que Madagascar a obtenu à partir de la taxe carbone, selon les propos du ministre de l'Environnement aujourd'hui au cours d'une conférence de presse. Le ministère est actuellement en train de mettre en place un système pour garantir le partage équitable de cette somme. Reportage. Après la mission effectuée par le ministre de l'Environnement, Guillaume Venance Ringiaté-Fiarsan, à Paris, peu de temps après qu'il ait été placé à la tête de ce ministère, Madagascar a obtenu 70 millions de dollars provenant de la taxe carbone grâce à l'existence des forêts encore protégées au sein du pays. C'est ce qu'a déclaré ce ministre aujourd'hui au cours d'une conférence de presse. Parmi les résultats positifs, après une mission à Paris, nous avons récolté ce que les précédents ministres avaient semé. Nous avons obtenu une somme de près de 70 millions de dollars sur la taxe carbone. Le ministère est actuellement en train de mettre en place un système afin que cette somme soit répartie de manière équitable selon les explications. D'autre part, face aux conditions fixées par la loi internationale concernant les réserves de bois de rose à Madagascar, le ministre de l'Environnement a déclaré que la communauté internationale réclame de connaître le nombre exact de rondins avant de nous permettre de procéder à leur vente. Nous avions également envoyé une délégation à Sochi pour discuter du bois de rose. Comme nous le savons tous, nous détenons un important stock de bois de rose et il nous faut les vendre. Mais pour cela, il nous faut remplir certaines conditions pour pouvoir procéder à cette vente. Nous avons encore un moment pour remplir ces conditions, telles que le comptage des rondins de bois de rose dans le stock que nous possédons. Pour l'instant, les feux de brousse sont maîtrisés malgré le fait qu'il y en ait encore, toujours selon le ministre de l'Environnement. Il espère que la population commence à se rendre compte des effets néfastes de la destruction de l'environnement. Quoi qu'il en soit, il reste important de se donner la main afin de lutter pour la protection de l'environnement.
Et comme nous l'avons annoncé dans les titres, le nombre exact des habitants de Madagascar sera connu dans quelques semaines selon un responsable près de l'Instat. Ces dernières années, les chiffres utilisés étaient approximatifs et outre cela, le taux de pauvreté au sein du pays sera également mis à jour cette année. Reportage de Ounassen. Après la mise en place du nouveau gouvernement, selon les prévisions, nous pourrons publier les résultats préliminaires du nombre d'habitants par district, par commune, par région et par sexe. Ainsi, le nombre exact des habitants de Madagascar sera connu dans quelques semaines. Si ces 20 dernières années, nous utilisions des chiffres approximatifs, outre cela, le taux de pauvreté sera mis à jour cette année, selon le directeur général adjoint de l'Instat, si le dernier taux a été publié en 2010. Le résultat final sera publié vers la fin de l'année avec de nombreuses thématiques telles que la santé de la mère et de l'enfant, le social ou encore la pauvreté. En parallèle, nous publierons une enquête périodique auprès des ménages, soit une enquête sur la pauvreté. La dernière a été faite en 2010. Pour connaître le nombre exact des habitants de la Grande Île, il faudra attendre la mise en place du nouveau gouvernement. Ces statistiques vont permettre au nouveau gouvernement de mettre en place un plan de développement correspondant aux besoins des Malgaches. Et avant de passer aux actualités internationales, actuellement 80% des domaines d'activité à Madagascar évoluent dans le secteur informel. De nombreux points dissuadent encore les opérateurs économiques de se conformer aux règles. Le secteur informel engrange pourtant une perte qui s'élève dans les 1000 milliards d'ariary par an pour l'État, selon le directeur exécutif du groupement des entreprises de Madagascar. Reportage. À Madagascar, le secteur informel prédomine encore. Il occupe pour l'instant 80% des domaines d'activité. Pour l'instant, le patriotisme fiscal n'est pas ancré dans la culture des petits entrepreneurs du pays. De nombreux points favorisent le secteur informel, selon le résultat des enquêtes effectuées. Le fonds que nous avons est insuffisant. Si nous en avions assez, cela ne nous dérangerait pas de virer dans le secteur formel. Il nous faudrait plus de fonds parce que c'est ce qui nous empêche de basculer vers le secteur formel. Si les taxes et les impôts étaient allégés, nous serions prêts à quitter le secteur informel. Nous sommes prêts à payer les impôts, les patentes, mais nous ne trouvons pas de local adéquat pour notre commerce. D'un autre côté, le secteur informel engrange une forte perte pour l'État en matière d'impôts d'après le directeur exécutif du groupement des entreprises franches et partenaires. Aussi, les 20% des opérateurs économiques qui se conforment au secteur formel doivent de ce fait supporter les charges de l'État, selon les explications. Il y a un manque à gagner dans la recette fiscale, donc seuls les impôts perçus sur les 20% du secteur économique sont absorbés par les dépenses publiques. À Madagascar, le taux de pression fiscale est pourtant encore très faible car il tourne autour de 10 à 11%, alors qu'en Afrique en général, ce taux atteint les 18%. Toujours d'après les explications, le secteur informel peut être éliminé peu à peu. Outre l'allègement fiscal et les start-up, d'autres stratégies peuvent être calquées sur des pays étrangers tels que le Maroc, comme par exemple la mise en place d'un système pour prendre en charge la formation des opérateurs économiques évoluant dans le secteur informel. Et nous passons maintenant aux actualités internationales. En RDC, la victoire de l'opposant à l'élection présidentielle. Un résultat aussitôt contesté par l'autre opposant, Martin Fayoulou. Les appels au calme se multiplient. Reportage de France 24. Venus célébrer la victoire de leur candidat dans les rues de Kinshasa, ces partisans de Félix Tshisekedi assistent interdits à l'arrivée d'un groupe d'opposants, drapeau du MLC à la main. Mais entre la foule et l'intervention de la police, les troubles faits font rapidement demi-tour. Au final, pas de quoi entacher la bonne humeur des partisans de Tshisekedi qui appellent l'autre camp à rester bons joueurs. Il y a un groupe de perdants et de gagnants. Aujourd'hui, nous sommes gagnants. Ils peuvent attendre la prochaine fois. Si et seulement si, qui seront votés par le peuple, ils vont gagner. Parce qu'aujourd'hui, la CENI a déclaré M. Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, président de la République.
Mais ces résultats sont contestés. Alors que l'opposant Martin Fayoulou évoque un putsch électoral, ses partisans ont laissé éclater leur colère dans plusieurs fiefs du candidat. Le secrétaire général de l'ONU appelle au calme par la voix de son porte-parole. Le secrétaire général appelle toutes les parties prenantes à s'abstenir d'actes violents et à régler tout contentieux électoral éventuel par les mécanismes institutionnels établis par la Constitution et les lois électorales congolaises. Un appel au calme relayé par Washington qui réclame une clarification du résultat. Un résultat mis en cause par la puissante Église catholique qui avait dépêché 40 000 observateurs le jour du scrutin, mais aussi par la France. Et le shutdown aux États-Unis, 21e jour, les 800 000 fonctionnaires ne sont toujours pas payés et les employés fédéraux de leur côté manifestent contre la paralysie. Reportage de France 24. Washington à Détroit, une même colère. Celle des fonctionnaires américains pressés de voir les administrations à nouveau ouvertes. Mais un compromis entre le président et les démocrates semble bien improbable. À Washington, les élus n'ont pas le moral. J'ai rarement été aussi déprimé. Je ne vois tout simplement aucune issue. Pour mettre fin au blocage, Donald Trump réclame 5,7 milliards de dollars afin de construire un mur à la frontière mexicaine. Une construction immorale et inefficace pour les démocrates qui refusent de financer ce mur. Eux-mêmes divisés, les républicains cherchent quant à eux une porte de sortie. Nous avons 4 options. 1. Le président flanche et ça n'arrivera pas. 2. Nancy Pelosi flanche et ça n'arrivera pas non plus. 3. Le gouvernement reste bloqué. Ou 4e option, le président utilise ses pouvoirs pour recourir à l'état d'urgence. Déclarer l'état d'urgence permettrait au président de s'affranchir de l'aval de la Chambre des représentants et d'utiliser des fonds alloués à l'armée, par exemple, pour financer le mur. Mais une telle action serait sans doute contestée devant les tribunaux. Donald Trump serait alors accusé d'avoir contourné le Congrès et outrepassé ses prérogatives. Pour les démocrates, la sécurité du pays ne passe de toute façon pas par ce mur. Le feuilleton créé par un président irascible et obstiné ne doit pas faire oublier que nous soutenons tous la sécurité des frontières. Mais il existe des moyens plus efficaces pour protéger et sécuriser nos frontières. Les démocrates demandent désormais à Donald Trump d'arrêter de prendre les fonctionnaires en otage. Et avant de se quitter, je vous rappelle les grands points de ce journal. Toujours aucune nouvelle de la part du bureau anticorruption face à l'affaire Mboula Radzona. Un silence qui soulève de nombreuses interrogations auprès de la population. Et le nombre exact des habitants de Madagascar sera connu dans quelques semaines. Selon un responsable auprès de l'Instat ces dernières années, les chiffres utilisés étaient approximatifs. Et en RDC, la victoire de l'opposant à l'élection présidentielle, un résultat aussitôt contesté par l'autre opposant, Martin Fayoulou. Les appels au calme se multiplient. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Au revoir et passez une excellente fin de semaine en compagnie de Cool TV.